avec la réforme du bac, donc la réforme du bac plutôt, la note de... Il n'y a plus que très peu d'épreuves qui sont évaluées en épreuve finale au bac, et du coup notre cher ministère vient de sortir ce guide de l'évaluation des apprentissages, des acquis des élèves dans le cadre de la réforme du lycée général et technologique. Donc il est sorti il y a 2 jours, j'ai pas eu le temps de le lire, mais bon, en tant que formatrice sur l'évaluation, bien évidemment c'est un écrit qu'il faut connaître et pourquoi pas essayer de comprendre, etc. Donc je vous propose une lecture commentée de ce guide. Avant qu'on rentre dedans, j'aimerais te rappeler quelle est ma philosophie en tant que formatrice, en tant qu'enseignante. C'est-à-dire que ma boussole, c'est est-ce que ce que je fais aide les élèves. Donc ma question c'est est-ce que ça va aider les élèves. Normalement, le ministère a la même boussole. Son but c'est d'aider les élèves. Donc on devrait être assez aligné. Bon, d'expérience c'est pas toujours le cas. Mais on va voir justement est-ce que c'est le cas ou pas. Si jamais on voit que c'est pas vraiment le cas, il faut bien garder ces deux grilles de lecture. C'est premièrement, parmi tout ce qu'ils proposent, qu'est-ce qui aide les élèves? Parce que le but c'est de trouver ce qui aide les élèves. Donc s'ils proposent des choses qui aident les élèves, et qu'en plus on est aligné, enfin vraiment on y va à fond. Si on pose des questions, c'est ok, quelle demande l'institution et comment répondre aux besoins de l'institution. Parce que des fois l'institution propose une solution qui n'est pas forcément adaptée à un problème qu'on ne peut pas mettre sous le tapis. Donc, on va regarder ces 2 choses en tête et puis on va partir sur la lecture du guide de l'évaluation. Alors, avant de rentrer dans le détail, première chose, préambule, je cherche le nom des gens qui ont écrit ça. Pour savoir un peu quelles sont les qualifications, d'où ils viennent, dans quel cas ça a été écrit, dans quel cadre, etc. Je n'en vois pas à la fin du préambule et peut-être à la fin et à la fin non plus. Alors j'ai regardé sur Eduscol, j'ai pas trouvé non plus le nom des gens qui ont écrit ce guide, donc peut-être que j'ai mal regardé, mais si vous avez les noms, je prends, ça m'intéresse. Sinon déjà moi j'enseigne l'esprit critique en enseignement scientifique, donc là on est sur un écrit sur lequel on peut poser un regard scientifique et un esprit critique. Le fait que ce ne soit pas signé, c'est embêtant pour moi, déjà, la première chose. Deuxième chose, je vais regarder quelles sont leurs sources, donc où est leur bibliographie. Manifestement il n'y a pas de biblio, alors peut-être que les notes sont en bas de page. Je ne sais pas sur quel corpus il se base pour donner ça, donc je ne sais pas qui écrit ça, je ne sais pas sur quel corpus il se base. Donc moi ce que j'apprends à mes élèves, c'est que quand il y a un écrit qui n'est pas signé sans biblio, le niveau de confiance qu'on doit avoir sur l'écrit n'est pas si haut. Donc pour moi le ministère c'est pas une personne, c'est une institution. Alors c'est une institution dans laquelle on peut avoir confiance. Maintenant il manque les noms et il manque la biblio. Le manque du biblio, moi ça m'embête vraiment. Parce que je ne sais pas sur quoi ils se basent. D'où sortent ces recommandations. Après, ça se trouve, ils ont la même biblio que moi et on a les mêmes recommandations. Donc on va aller voir. Mais voilà, ça m'embête. Déjà, 2 gros warnings avant de commencer. Bon, mais allons-y. Préambule. Pour une culture commune de l'évaluation. On a des principes communs. Pareil, des principes, c'est super. Ou la biblio sur les principes. Des préconisations. Pareil, biblio, c'est enfin, voilà. Des préconisations. Alors, des préconisations, la question c'est est-ce que c'est obligatoire, est-ce que c'est facultatif? Moi, de ce que j'ai entendu, beaucoup d'inspecteurs disent, alors ça dépend des académies, manifestement il y a des académies où le rectorat l'a plus ou moins imposé, mais sinon, la logique c'est que c'est des recommandations, parce qu'après sinon il y a des limites avec la liberté pédagogique, etc. Donc, ça un cadre qui porte des questions, donc on est en cycle terminal, mais ça peut arriver aussi en seconde. Suppression des évaluations communes, voilà, c'est ce que je disais, voilà. Il vise à conforter. Ah, ça c'est intéressant parce que du coup, on a le but de l'institution. Le but de l'institution, c'est l'égalité de traitement des candidats. Donc ça, je vais marquer. Bon, ce but d'égalité de traitement, c'est un but qui paraît compatible avec celui qu'on a dans la classe, effectivement, au sein d'un même établissement et entre établissements différents. Là, si on regarde les études, il est assez clair que l'égalité de traitement des élèves
entre les différents établissements est établi par la recherche comme n'existant pas, et que la seule chose qui permet de maintenir l'égalité de traitement entre les établissements différents, c'est des épreuves finales anonymisées. Voilà. Corrigées par des correcteurs différents. Donc, j'ai du mal déjà avec le fait qu'on supprime les épreuves qui sont la chose que la recherche nous demande pour avoir cette égalité de traitement, mais on veut la garder. Bon, cela dit, c'est pas parce qu'on les enlève, pour des raisons qui sont donc manifestement pas pédagogiques, qu'on ne peut pas essayer de garder une égalité de traitement. Là, pour le coup, je suis d'accord avec eux. Non. Différents types d'évaluation. Contrôle, de quoi parle-t-on? Définir précisément les différents types d'évaluation. Diagnostic, formative. Donc là, on trouve vraiment le truc hyper classique, etc. Voilà, et permet de se situer grâce à l'appréciation. Donc on trouve ce truc très classique, diagnostic, notamment formatif, c'est des appréciations, le feedback, et les sommatifs, c'est la note carrée en fin de note. On est quand même sur une vision d'éducation, une évaluation qui est assez dépassée quand même. Il n'y a pas que moi qui dit cette dichotomie formative et sommative n'a pas de sens. Parce que l'élève n'arrête pas d'apprendre. Enfin voilà, c'est pour ça que je vous laisse aller voir ma vidéo sur pourquoi l'échec de l'évaluation sommative. Donc déjà, j'aime pas cette grille de lecture, mais elle est assez classique, même si elle commence à être obsolète. Donc, processus d'évaluation, oui, dans le cadre du programme, voilà, oui, ok. On m'a dit, il faut le faire en équipe. Ok, ça on est complètement d'accord. Plus on le fait en équipe, mieux c'est. C'est pour ça que d'ailleurs, je le dis, je répète, c'est mieux si le curriculum est fait en équipe. Alors, ce processus par un ensemble d'évaluations que les professeurs effectuent dans le cadre de leur renseignement. Et là, on voit arriver, je pense, quelque chose qu'on va, c'est-à-dire que le guide ne fait pas la distinction entre une évaluation, qui est le fait de poser un regard sur quelque chose que fait l'élève, et un contrôle, qui est un temps limité où l'élève est sans ressources et seul pour résoudre un problème. Je ne vais pas spoiler la suite, mais on va voir s'ils font vraiment cette distinction, si vraiment ils font cette confusion. Il revient aux enseignants de déterminer les évaluations qui seront à visée certificative, qui interviendront coefficientées. Donc pour eux, si on met un coefficient sur l'évaluation, c'est que ce n'est pas une évaluation, c'est que c'est un contrôle. Donc ils font effectivement cette confusion. Ça pose un premier problème, et assez gros. C'est que la recherche nous dit de façon assez nette, et là le chercheur que je peux citer, c'est deux qui étaient là, c'est que pour avoir une évaluation des savoirs et des savoir-faire, on peut mettre l'élève en situation sans ressources, temps limité, seul. Si on veut chercher l'évaluation des compétences, ce n'est pas possible. Pour plein de raisons, c'est pas possible. Enfin, dans plein de façons, c'est pas possible. Parce qu'il faut un temps long, parce qu'il faut qu'il puisse avoir des ressources, etc. Donc déjà, si on fait évaluation égale contrôle, ça veut dire qu'on ne peut pas évaluer les compétences. On s'arrête au niveau des savoirs et des savoir-faire. Or, plus haut, ils l'ont dit, ce qu'ils veulent, c'est évaluer niveau de maîtrise des connaissances, des compétences, des capacités de l'élève. Donc, manifestement, on n'a pas les mêmes ressources bibliographiques, manifestement, sauf que moi, je donne mes sources et j'ai pas leurs sources. Donc, intéressant de savoir comment est-ce qu'il fait cette différenciation. Alors, c'est en tournant dans la question de la moyenne. Bon, là, on arrive sur le problème de la moyenne, ce qui pose un gros problème. Parce que pareil, vous pouvez aller voir une vidéo, si je l'ai déjà faite, elle va apparaître, sinon je la ferai, où on montre que la moyenne est vraiment le gros problème de l'évaluation. Et voilà, ça n'a pas de sens pédagogique, c'est un sens historique. Ça pose plein de problèmes, cette histoire de moyenne, notamment avec le poids des extrêmes. C'est-à-dire qu'une fois qu'un élève a eu un 3, il est plombé, on ne peut pas remonter une moyenne, avec aussi les notions de resserrement au centre, etc. Ça pose plein de problèmes. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était en 2014, il y avait eu la conférence nationale sur l'évaluation des élèves, un gros truc. J'étais un peu associée, c'est pour ça que je sais. Et il en était sorti que le gros problème de l'évaluation à l'école, c'est la moyenne. Et qu'il fallait chercher à sortir de la moyenne. C'est pour ça que la réforme du collège, on ne parle plus de moyenne, mais on parle de notes de trimestre. Donc là, c'est pas les mêmes ministres, on vient en arrière. Sauf que, peut-être même si c'est pas les mêmes ministres, les chercheurs restent les mêmes. Donc, s'ils veulent, j'utilise une moyenne.
Là, pareil, où est la biblio qui montre que l'usage de la moyenne est quelque chose de cohérent et de pertinent pédagogiquement. Voilà, entériner. Après, on peut le lire avec... voilà. Donc ça, déjà, ça me pose problème. Alors, le choix des évaluations, un choix des évaluations. Donc, à chaque fois qu'ils écrivent évaluation, il faut lire contrôle, en fait. Parce qu'il y a une confusion sur les termes. Prise en compte et le fruit d'une décision de l'enseignant. Pris en équipe pédagogique. On retrouve sur cette notion de ça, pour le coup, c'est intéressant, d'harmonisation en équipe. Et là, alors, pour le coup, là, c'est moi que c'est plus cité, mais j'avais lu des articles qui montraient que le problème, qu'effectivement, les élèves progressaient quand les enseignants travaillaient ensemble. Mais qu'en revanche, il fallait que ce soit du travail en profondeur, c'est-à-dire sur, par exemple, dès qu'on va faire un travail sur, ok, quand est-ce qu'on valide, quand est-ce qu'on met ça dans le curriculum, quand est-ce qu'on met pas, à quelles conditions on le valide, ça c'est du travail en performance, en profondeur, parce qu'on est vraiment sur l'activité réelle des élèves. Ce travail en équipe, en profondeur, fait progresser les élèves. Les choses de surface, de type quelle est la progression, quel coefficient on met, même les sujets communs. Le sujet commun, c'est pas finalement si en profondeur. Parce que même si on fait un barème, le travail en profondeur, il est dans quelles conditions on met les points, on ne met pas les points. Et souvent, les profs s'arrêtent à on fait le sujet commun, on fait éventuellement un barème commun. Mais on dit pas, on dit, ah mais oui, de toute façon, bah, tu vois bien quand est-ce que tu mets tes points, quand est-ce que tu mets tout, alors que c'est là que le travail en équipe devient important pour la progression de l'élève. Donc là, on est quand même sur des choses superficielles qui sont censées du coup pas prendre trop de temps aux équipes pour qu'elles aient le temps de travailler sur les choses en profondeur. Appropriation collective de l'établissement. Voilà, donc attention, l'harmonisation, il faut que ce soit en profondeur. Donc les choses de travail de profondeur, c'est vraiment sur l'apprentissage des élèves, donc curriculum, critères de validation. Ce choix présenté dans le projet d'évaluation de l'établissement. Faisant l'objet d'une communication transparente, d'établissement des moyennes, doit se faire l'objet d'une procédure suffisamment simple et facilement compréhensible par les élèves. Et donc là, on a un autre but qui est la compréhension par les familles. Deux choses. On ne va pas être plus royaliste que le roi, d'accord ? Venant de la part d'un ministère qui a pondu une réforme du lycée qui rend le bac complètement opaque pour les élèves, entre les moyennes qui comptent dans le bulletin, mais qui ne comptent pas dans le bac, mais qui comptent pour Parcoursup, et qu'en plus ça change tous les ans, et que les bulletins, etc. Donc le but, c'est de ne pas être plus complexe que ce que le ministère fait déjà avec la réforme du bac. Donc ça laisse pas mal de marge. Ça, c'est la première chose. Maintenant, le but, c'est de faire progresser nos élèves, donc c'est aussi d'être au service des familles. Et effectivement, là où je rejoins cette importance, pour qu'un élève puisse progresser et que la famille puisse l'aider à progresser, c'est important que ce soit transparent. Comment faire pour augmenter sa note ? Et donc c'est pour ça cette notion de transparence, elle est importante. C'est pour ça qu'en évaluation constructive, c'est transparent. Il faut avoir des briques. L'élève, il sait combien de briques, il sait précisément comment les avoir, etc. Renforce la nécessité. Porter une attention particulière aux évaluations. Alors, l'organisation, la notation, communication qu'on est faite aux élèves, mener une réflexion sur les procédures d'évaluation, usage et fonction des notes en cours de formation, assurer collectivement une entente d'harmonisation au sein de l'établissement. Et là, donc c'est en gras, ça c'est important, on voit que l'évaluation constructive permet de faire tout ça. D'accord ? Si on prend vraiment le mot, ils mettent le mot évaluation, même si eux, manifestement, ils pensent contrôle, si on prend une validation de briques comme une évaluation, en évaluation constructive, on porte une attention particulière aux évaluations, à leur organisation, leur statut, leur nature, leur contenu, leur fréquence et notation. On est pile poil dans ce qui est demandé. Mener une réflexion sur les procédures d'évaluation. Réfléchir à c'est quoi la note minimum, est-ce qu'on commence à 6, est-ce qu'on commence à 7, est-ce qu'on commence à 8. Réfléchir au poids de la moyenne, au poids de la note de compétence, de la note d'apprentissage, de la note de performance. Réfléchir à quel niveau est-ce qu'on commence à être tuteur, c'est quoi la moyenne pour nous. Ça, c'est vraiment des réflexions à fin d'établissement qui vont dans cette logique-là et qui permettent d'assurer une entente, une harmonisation au sein de l'établissement. Donc, là, je dirais que c'est vraiment le bon côté de ce guide, c'est que ça permet justement d'avoir une assise institutionnelle pour dire toute cette réflexion que je lance avec les équipes sur, ok, ça commence, enfin voilà, c'est tout ce que je viens de dire, c'est quoi le curriculum, à quoi ça correspond à quoi, à 7 dans notre établissement, à 10 dans notre établissement, à 15, et que tous les enseignants soient d'accord sur ces notes-là, etc.
Ça, c'est vraiment des procédures d'harmonisation qui, je pense, permettent de répondre à ça et qui permettent aussi aux élèves d'avoir cette clarification qui est demandée dans le guide. Donc, je pense que là, ça nous donne vraiment une assise institutionnelle. Expertise fine de l'enseignant dans sa classe, correction d'évaluation, une exigence collective qui suppose un choix clair et partagé. On est raccord. Une évaluation adossée à des principes communs. Contribuer à le parcours de chacun. Contrôle continu, garantie d'une formation. On trouve cette idée que l'évaluation est au service des apprentissages. Donc, on se rappelle que l'usage formatif des évaluations sommatives est délétère pour l'apprentissage. Donc là, ce qu'ils sont en train de nous dire, c'est qu'en fait, le contrôle continu doit être formatif. C'est ce que je dis dans cette phrase. Donc pas de sommatif, mais du formatif. Alors, l'ensemble des notes. Les professeurs veillent l'égalité de traitement des élèves. Alors, on va lire ça. Les notes portées et retenues par le calcul de Manning correspondent à des travaux donnés à tous les élèves d'un même groupe classe, évaluant les mêmes connaissances, compétences et capacités. Alors, il y a ce qu'ils veulent dire et comment on peut l'entendre. Ce qu'ils veulent dire, alors, j'ai du mal avec cette idée de dire ce qu'ils veulent dire, c'est qu'il faut donner le même sujet à toute la classe. Déjà, pourquoi ? Parce que les épreuves de SPE sont prévues pour que tous les élèves de France n'aient pas le même sujet. Les E3C, tous les élèves de France n'avaient pas le même sujet. Donc on sait qu'ils ne veulent pas dire ça. On sait qu'ils ne veulent pas dire il faut donner le même sujet à tout le monde, puisque dans ce qu'ils avaient organisé, et dans ce qu'ils organisent encore, ce n'est pas le cas. Donc, moi, ce que j'entends en évaluation constructive, c'est qu'effectivement, on peut donner des travaux à toute la classe en même temps. Maintenant, il n'y a pas marqué tout le monde doit valider les mêmes connaissances et compétences et capacités exactement sur les mêmes choses en même temps. Donc pour moi, en évaluation constructive, on est là-dedans. Dans la logique de ne pas être plus royaliste que le roi. Voilà, lié aux objectifs de formation des programmes, on est sur le curriculum, etc. Les connaissances, posséder à la fois des domaines disciplinaires, compétences transversales. On est pile poil dans le curriculum. Il faut faire un curriculum en prenant toutes les compétences, yes. Voilà. Alors, en gras, les connaissances, compétences, réalistiques, scientifiques, attendus de flexibles sur la référence principale, par attention, voilà. En gros, ils disent, il faut faire le curriculum en lien avec le programme et le LSL. Oui, bien sûr. Alors, moi, je vous dis, commencez pas par ça, mais je ne sais pas si vous rappelez, à la fin, on vérifie bien que le curriculum est dans cette logique-là. Bien sûr, on est sur une logique institutionnelle quand même. Alors, dans le cycle terminal, sont plus sur la progressivité des apprentissages. Ah, ça, c'est important. Leur évaluation prend en compte la progressivité des apprentissages sur les 2 années de formation et chacune d'entre elles. Donc, cette phrase, elle permet de dire, on ne va pas faire de bac blanc avant le milieu de la terminale. Parce qu'on est dans une logique de progressivité. Le bac il est en terminale, donc il n'y a pas de logique de faire de terminale en première. C'est ça qu'elle dit cette phrase pour moi. Afin que les élèves comprennent bien le sens de l'évaluation, cette sujet doit être explicite. C'est sûr que les élèves connaissent les attendus, critères d'évaluation. On est pile poil dans ce qu'on fait dans l'évaluation constructive. Clairement. L'évaluation fait partie intégrante des apprentissages. Elle constitue le retour informé indispensable aux élèves pour progresser. On est pile poil dedans. Là, avec un projet d'établissement, avec des évaluations constructives, on est dedans. Les évaluations sommatives sont dans leur format, dans leurs exigences, progressives et proposées lorsqu'un... Alors, toujours pareil, ils confondent évaluation sommative et contrôle. Du coup, les évaluations sommatives en évaluation constructive, dès qu'on met les activités en élève, comme ils peuvent valider s'ils ont réussi, c'est une évaluation sommative. Elles sont progressives, bah oui. Elles sont proposées un peu tout le temps. Elle est accompagnée d'appréciations explicites, oui. Et des commentaires, oui. Et les commentaires, c'est le niveau atteint pour les compétences du livret scolaire. Ça peut être intéressant pour travailler en fin de trimestre, ça je le marque, ça peut être intéressant. Travail de fin de trimestre avec le LSM. Demander aux élèves, par rapport à ce qu'ils ont validé, au cours du trimestre, où est-ce qu'ils se situent eux-mêmes par rapport au LSM. Moyenne. La moyenne, pour être représentative, doit être constructive. Ah, il y a une note, parce que j'ai dit, oui, la biblio. Ah bah non, c'est pas de la biblio. Je suis désolée, moi je suis scientifique. Il me dit ça. Doit, pour être représentative, être construite à partir d'une pluralité de notes, au moins 3 par trimestre. C'est pas ce que dit la recherche. J'aimerais bien qu'ils aient leurs sources là, parce que c'est pas ce que j'ai lu.
Donc voilà, situation variée, on est d'accord. Évaluer les connaissances, compétences, capacités, oui. Donc ça veut dire que ça ne doit pas être des... Encore une fois, puisqu'il parle de compétences, ça ne doit pas être des contrôles en temps limité, etc. Il faut enseigner ce qu'on enseigne, on est d'accord. Les sujets zéro sont de bons repères communs pour définir, etc. Oui, et donc là, on trouve cette idée que pour écrire les curriculums, plutôt que de partir du programme, et on va arriver sur le programme à la fin, il vaut mieux partir des BNS, des sujets zéro, des spécimens, etc. Effectivement. Voilà, on va établir le curriculum à partir de BNS. On va établir là où les élèves doivent arriver, en regardant là où le ministère veut que les élèves arrivent. Enfin, définit où est-ce que les élèves doivent arriver. Les élèves doivent accomplir les travaux écrits, etc. Bon, voilà, oui, ok. Voilà, à éviter toute contestation. Pour les enseignements concernés par le contrôle continu, les moyennes annuelles résultent de la moyenne arithmétique des moyennes trimestrielles et sont validées. Les manuels annuels, ok, oui, les manuels annuels, c'est la moyenne de chaque trimestre. Éventuellement, celle-là, je veux bien faire une moyenne. Diversifier le cadre et la nature des situations prises en compte dans l'évaluation dans le cadre des enseignements. Je pense qu'en évaluation constructive, on va être pile poil dedans. Alors, évaluation écrite, orale, bah ouais, super, chouette, on peut faire tout ça. Devoir en temps libre, en présence, à distance, c'est parfait. QCN, c'est parfait. Là, on est pile poil dans ce qui est demandé. De nombreuses productions pour être évaluées et prises en compte. Ben voilà. Préparation, voilà, programmée, évaluation d'accompagnement au fil de l'eau, etc. On peut aussi mettre ça, regardez, gérer le temps de présentation, c'est en note. Voilà, mais sur la mise en place du grand oral. Alors, la mise en place de devoirs communs à l'échelle d'établissement, sur des développements qui peut être variable, est recommandée. Oui. Alors moi, je suis d'accord avec ça, ne serait-ce que parce que le fait que les élèves soient tous sur un sujet commun, ça donne une dynamique. Maintenant, on a vu que c'est pas parce qu'on donne un sujet commun à l'échelle d'établissement que les sujets doivent être corrigés, qu'il y a une note sur laquelle compte dans la moyenne, etc. Mais garder des sujets communs à l'échelle d'établissement, pour moi, c'est très important. C'est la façon dont on va l'exploiter après qui peut changer. Appui sur la banque de la BNS, pourquoi pas. Voilà. Pourquoi pas des corrections croisées, ça peut être intéressant. Enfin, de justement voir comment nos critères de validation sur les objectifs d'apprentissage peuvent varier. En dehors des devoirs communs, les professeurs doivent saisir toute opportunité leur permettant le plus souvent possible de croiser leurs attendus en termes de critères d'évaluation. Voilà, donc les critères d'exigence sur les objectifs d'apprentissage, c'est intéressant d'avoir des discussions régulières tout au long de l'année dessus, critère par critère, et pas juste une fois par an, etc. Mais vraiment être dans le micro de ce qui se passe dans la classe. Les devoirs communs, non suffisant, voilà, on fait des devoirs communs. Mais à aucun moment ils disent que la note des devoirs communs doit être prise en compte dans la moyenne. Entraînement en nombre suffisant. Ok, on est d'accord, il faut s'entraîner, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est comme au JO, hein, il faut s'entraîner, mais nulle part ne dit que pour le chronomètre final des JO, les chronomètres des entraînements doivent être pris en compte. Mais effectivement, il faut s'entraîner. Maintenant, on n'est pas obligé de les prendre en compte à la moyenne. Se concerter, mais oui, travail d'entente collective, on en a parlé, bien sûr. Alors, conduire une réflexion collective sur les objectifs de formation poursuivis, le curriculum, les objets évalués, le curriculum, le nombre et la nature des évaluations. On est évalué en tâches complexes, etc. Coefficient, ça peut être la différence. Enfin, ça là, pour moi, le seul coefficient intéressant, c'est quelle est la note de performance, quelle est la note d'apprentissage. Les établissements que je forme, on définit ça en équipe, au niveau de l'établissement, et c'est ça qui est intéressant. Les critères retenus, on est sur les critères de validation, des objectifs d'apprentissage. Les situations diverses, on est sur les tâches complexes, ou les interromures, les choses comme ça. Et modalités de la moyenne. Donc, oui, tout ça, bien évidemment. Ces éléments doivent être concentrés sur la forme d'un projet d'évaluation qui présente la façon synthétique et lisible de la politique d'évaluation. Alors, oui. L'idée, quand même, c'est qu'on ne peut pas faire ça en 15 jours. D'accord ? Avoir une harmonisation complète des pratiques évaluatives, ça demande du temps, ça demande plusieurs années. Donc là, il va falloir voir établissement par établissement comment peut-être faire un document qui a vocation à évoluer, ou en tout cas, le groupe, s'il y a un groupe d'enseignants qui travaille sur l'évaluation constructive, c'est intéressant que
il commence à réfléchir à ce projet d'évaluation au niveau plus large. Les moyennes font l'objet d'une harmonisation interne au sein de l'établissement. Ouh là là. Alors ça, je ne sais pas comment ça va être fait parce que c'est avec l'expertise des camps d'inspection et aidé par les outils nécessaires nationaux et académiques pour corriger les biais docimologiques inhérents à toute évaluation. On est d'accord. Le problème, c'est que dès qu'on veut... Je sais pas. Mathématiquement, là, pour le coup, je me suis en manque d'expertise mathématique. Pour moi, l'échantillon groupe classe est trop petit pour faire de l'harmonisation. Maintenant, l'harmonisation au sein d'un établissement, c'est déjà plus gros. Donc là, on est sur des questions de stats. Et je laisserai les professeurs de mathématiques s'exprimer. Ok. Là, c'est de dire quand la note sera trop basse, et ben on prendra d'autres notes, etc. En tout cas, l'institution se laisse la possibilité de ne pas prendre la note du bulletin s'il y a des dérives manifestes d'un établissement, voire d'un professeur, des choses comme ça. Ce qui fait sens. L'institution doit être garante d'une certaine équité. Voilà. Donc c'est pour ça qu'avoir un vrai projet d'évaluation constructive un peu clair, sur réfléchir, ok, qu'est-ce que ça veut dire 7, 8, où est-ce qu'on met nos degrés d'exigence plutôt que les coefficients de la moyenne, mais peut-être aussi réfléchir à quel pourcentage porte sur les apprentissages, quelle partie compte sur les performances. Alors si vous voulez le mettre en langage institutionnel ou avec les enseignants qui sont pas en évaluation constructive, ça peut être quel pourcentage porte sur les notes obtenues en contrôle et quel pourcentage compte sur les compétences. Mais ça, c'est une discussion intéressante à avoir en équipe. Et on part sur les disciplines. Alors, je suis désolée, je ne vais pas faire toutes les disciplines, mais je vais partir sur la physique. Alors, j'ai lu la physique. Globalement, c'est toujours la même chose. Il y a 2-3 trucs intéressants. La première, c'est que ils disent bien qu'il faut faire des évaluations en TP, etc. Ça tombe bien, on valide nos compétences en TP. Ils disent bien, évaluation de capacité. Et après, ils font des histoires de moyennes, de choses comme ça. Alors, 2 choses. Ces histoires-là, on a dit justement, c'est de l'harmonisation de surface. Donc, c'est pas forcément très intéressant. Maintenant, moi, à l'échelle, c'est pas très intéressant à voir dans le détail. Maintenant, effectivement, quand en évaluation constructive, on décide quel pourcentage on met à l'évaluation de performance, quel pourcentage on met à l'évaluation de compétences. On retrouve un petit peu ça, c'est-à-dire que sommative, ça va être plutôt 50% et le reste, ça va plutôt être 50% aussi. Et pour moi, c'est ça. Donc, l'idée principale, plus que ces pourcentages, si vous voulez vous servir de ces pourcentages, vous pouvez. Si ces pourcentages ne vous semblent pas cohérents, 2 pistes. La première, c'est que ça a été dit, répété par pas mal d'inspecteurs, ce sont des recommandations, ce ne sont pas des préconisations. Donc, si vous avez en équipe, d'accord, en équipe, quelque chose de cohérent et qui peut être, avec des arguments, moi, ça ne me choquerait pas que ce soit, mais par contre, il faut que ce soit développé dans le projet d'établissement, etc. Et vraiment que ce soit quelque chose d'établissement. C'est difficile de le faire tout seul dans son coin en tant qu'enseignant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, toujours pareil, d'où sortent ces chiffres? Ils disent que c'est pour une logique d'équité. L'harmonisation sur la surface, ça n'a jamais fait d'équité. Quand on sait qu'un correcteur au bac, d'un correcteur à l'autre, il y a des écarts de 10 points. Il peut y avoir jusqu'à des écarts de 10 points. De toute façon, la docimologie nous dit que ça va être difficile de faire de l'harmonisation. Donc l'idée, c'est de faire quelque chose qui correspond à ce qu'on peut faire, pas plus. Donc voilà pour une lecture rapide de ce guide, un peu commenté. Il y a des choses à prendre, par exemple, reprendre le travail par rapport à l'ESL, avoir une harmonisation en équipe sur la performance, l'apprentissage, les curriculums, etc. On est pile poil dans ce qui est demandé dans le guide. Donc sur l'esprit, on est pile poil dedans. Maintenant, si on veut le respecter à la lettre, on peut profiter de cette confusion entre contrôle et évaluation, qui n'est pas très fine, je trouve, pour respecter à la lettre, etc. Après, c'est à faire au cas par cas, mais en tout cas, je trouve que c'est, pour voir les choses positivement, on peut voir ça vraiment comme une incitation, une invitation à avoir ces discussions collectives autour de l'évaluation, et on peut en profiter plutôt que de faire quelque chose sur juste les pourcentages, les coefficients, d'avoir une vraie réflexion en profondeur sur qu'est-ce qu'on veut apprendre dans notre établissement, et qu'est-ce que ça signifie à 8 chez nous, à 12 chez nous, à 15 chez nous, etc. Et avoir ces vraies réflexions en équipe
Pour moi, ça rentre dans ce projet d'évaluation d'établissement. Et pour moi, ce que dit vraiment aussi ce guide dans les grandes lignes et qui pour moi est très important, c'est cette notion que il est important que l'évaluation soit construite. Aujourd'hui, chaque enseignant fait son évaluation un peu dans son coin. Et c'est dommageable pour les élèves. Et que l'évaluation soit construite et réfléchie pour de vrai à l'échelle de l'établissement, qui donne lieu à un projet d'évaluation qui soit des guidelines pour l'établissement. Ça me paraît vraiment des bonnes pratiques à avoir et une bonne, une bonne invitation et un bon challenge, voilà, un bon challenge. Et donc j'ai hâte de suivre les établissements qui sont intéressés par faire ce challenge avec moi, parce que je pense qu'on va avoir des discussions très intéressantes et qui au final vont vraiment aider les élèves.